Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo en votre compagnie sur la chaîne YouTube Sébastien Tedesco. Aujourd'hui, encore un nouveau format de rendez-vous en vidéo puisque je voulais inaugurer un format d'interview, mais cette fois, non pas comme j'ai l'habitude de le faire, d'experts dans d'autres domaines que dans l'immobilier, mais au contraire, je voulais vous donner la parole à vous, conseillers immobiliers, et puis on inaugure ce nouveau format avec Michael. Je suis ravi d'avoir un format un peu différent où on va pouvoir vous donner la parole. On va pouvoir montrer la diversité des parcours dans l'immobilier parce qu'on a des gens qui viennent d'horizons très différents, qui ont des réussites différentes, des difficultés différentes en fonction de leur parcours, de là où ils se trouvent sur le territoire. Et c'est un rendez-vous que je veux développer pour mettre en valeur tous les conseillers immobiliers sur notre beau territoire. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger votre guide en description de cette vidéo, les 3 conseils pour multiplier par 2 votre rentrée de mandat exclusif. Le lien se trouve quelque part autour de cette vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube si ces vidéos vous plaisent. Aujourd'hui, j'accueille pour ce premier numéro de ce rendez-vous, j'accueille Michael. Bonjour Michael. Bonjour Sébastien, merci de m'accueillir. C'est un grand plaisir. Je suis Michael, ses tribulations sur les réseaux sociaux depuis quelques mois maintenant et je trouvais qu'il avait probablement des choses intéressantes à nous raconter. Michael, est-ce que tu peux, pour démarrer, te présenter un petit peu? Je suis donc Michael Bertonèche. Je me suis lancé dans l'immobilier, ça fait à peu près 2 ans, un tout petit peu plus, 25 mois. Donc apparemment, Sébastien dit que je suis un ancien de l'immobilier, donc même si pour moi je suis un petit peu un novice, mais bon. Donc voilà, je ne suis pas issu de l'immobilier, mais voilà, ça fait 2 ans à peu près que je réalise ça et je prends du plaisir dans ce nouveau métier. Qu'est-ce que tu faisais avant l'immobilier, Michael? Avant, j'étais dans le commerce, j'étais manager d'une équipe de 4 personnes d'un magasin de téléphonie mobile. Ok, super. Donc déjà une expérience commerciale. Voilà, du commercial, mais un petit peu différent du coup de l'immobilier, puisque moi, ce que je devais faire, entre guillemets, c'est que lorsqu'un client rentre en magasin, c'était d'avoir les bons conseils pour pouvoir lui vendre selon ses besoins. Alors que là, l'immobilier, on a aussi une démarche de prospection. Donc, il y a une part de commercial qui me sert énormément, mais il y a d'autres choses qu'il a fallu que j'apprenne. Deux différences fondamentales, c'est en cycle court dans la téléphonie, en cycle long dans l'immobilier, et puis Voilà. effectivement cette notion de devoir aller chercher le client potentiel en immobilier qu'on a un peu moins dans les commerces physiques, même s'il faut donner envie aux personnes de venir. On est effectivement un peu moins dans une logique de prospection qu'on peut l'être dans l'immobilier. Pourquoi l'immobilier? Pourquoi l'immobilier? En fait, j'ai un ami qui s'était lancé dans l'immobilier, dans un grand réseau. Et puis en discutant avec lui, ouais, j'ai été curieux. Donc, je suis allé voir un petit peu ce qui se faisait, non pas dans les grandes enseignes, mais effectivement auprès des réseaux de mandataires, puisque j'en avais entendu parler. Et comme dans mon métier, je pensais avoir fait tout le tour de mon métier. Je me suis penché effectivement sur les différents réseaux de mandataires. Voilà, j'ai pris plusieurs contacts, j'ai pu faire plusieurs entre guillemets présentations sur plusieurs réseaux. Plus ça allait, plus je me disais mais c'est ça que je veux faire parce que dans mon métier auparavant, ce que j'aimais, c'était avoir la reconnaissance de mes clients quand ils rentrent, être dans l'accompagnement, être dans les bons conseils. Dans l'immobilier, au final, je me suis dit, c'est vrai que quel est le plus beau métier au niveau du conseil que voilà, entre guillemets, d'amener les clients vers le projet d'une vie, quoi. Donc, moi déjà, j'étais super content lorsqu'un client il venait acheter le téléphone qu'il souhaitait et que j'arrivais, entre guillemets, à réaliser leur petit rêve. Donc, je me suis dit, dans l'immobilier, là, on atteint le summum. C'est Donc là, je me clairement suis dit, le toujours, cœur de notre vocation, hein. C'est exactement, ouais. cette idée de partager des moments. Conseil, l'accompagnement. Du coup, ça fait un peu plus de 2 ans maintenant. Tu es dans un réseau de mandataires, on peut le citer, hein, parce que dans ce rendez-vous, on aura des gens de tous horizons, donc tout le monde sera représenté à un moment ou à un autre. Je suis dans le réseau IAD France. Ok. Et tu es sur la région bordelaise, c'est ça?
région bordelaise, Nord-Gironde, Saint-André-Cubzac pour être plus précis. D'accord. Donc plutôt un marché plutôt rural? Oui, plutôt rural, enfin, qui se développe énormément, puisque bon, Bordeaux aujourd'hui est une explosion. Voilà, les prix ont tellement augmenté que on a tendance à avoir effectivement de plus en plus de demandes sur nos secteurs-là. Et D'accord. la difficulté, effectivement, c'est qu'il y a beaucoup de demandes, mais peu de biens aujourd'hui. Voilà. Donc, D'accord. on voit toutes les petites communes autour de Saint-André-de-Cubzac, il y a énormément de construction, etc. Enfin, ça change énormément vers chez nous, quoi. Du coup, c'est l'opportunité pour les gens qui travaillent sur Bordeaux d'avoir peut-être des maisons, ce qui est moins possible Voilà, aujourd'hui, exactement. c'est ça? Effectivement, généralement, on a principalement voilà, pas mal de primo-accédants. Ils étaient en location sur Bordeaux et ils ont envie effectivement de faire leur premier achat, sauf que sur Bordeaux, les moyens ne leur permettent pas. Donc, ils se retrouvent effectivement sur nos régions à nous, quoi. Ok. Donc, Donc, du coup, maintenant qu'on a le contexte de ton activité, donc ça fait 2 ans, aujourd'hui, tu en es où dans ton activité de conseiller immobilier? En termes de parcours, en termes de résultats, mais aussi en termes d'évolution dans ta pratique. euh, par rapport à moi personnellement, tu veux, ou plutôt dans mes objectifs que je m'étais donné au début? Ça peut être les deux, bien sûr. J'imagine, dis-nous où tu en es par rapport aux objectifs que tu t'étais fixés et puis sans aller dans des chiffres, mais en termes de résultats, où est-ce que tu peux te situer par rapport à ces objectifs? Ouais. Disons quand on se lance voilà, dans ce métier de mandataire, c'est un petit peu différent. Le plus difficile pour moi, ça a été le changement salarié indépendant. D'accord. Donc forcément, on se met de la pression, puisque voilà, j'ai une famille, j'ai une maison, etc. Donc quand on se lance là-dedans, le plus difficile et la peur que l'on a, c'est effectivement de ne pas réussir. Donc au début, voilà, je m'étais donné comme objectif d'atteindre le même salaire que je me faisais précédemment en tant que cadre et manager d'équipe. Ok. Et aujourd'hui, voilà, assez rapidement, c'est là où je suis quand même assez content de moi, c'est que j'ai pu assez rapidement réaliser ces objectifs, voilà, qui étaient pour moi le minimum. Euh, Même si aujourd'hui, je vois qu'il y a encore beaucoup de choses et que j'ai encore une autoroute devant moi. Donc, C'est une des beautés aussi de ce métier, c'est que d'une certaine manière, c'est sans limite en termes c'est de, ça. en termes de revenus. Déjà, si effectivement tu peux aujourd'hui vivre décemment de ton activité de conseiller immobilier en moins de 2 ans, euh, tu le disais en rigolant parce qu'on en parlait juste avant cette interview, que 2 ans dans la profession, c'est déjà beaucoup, eu égard au turnover qu'on peut avoir dans la profession. Donc, et c'est déjà ce que vient de dire Michael, c'est important aussi pour vous qui nous écoutez, c'est cette prise de conscience du coup que Michael a eu assez tôt dans son parcours, que dorénavant, en tant que conseiller immobilier, vous êtes des entrepreneurs. Et quand je suis en coaching, en formation, etc., je m'adresse bien à des entrepreneurs. Et à ce titre, en tant qu'entrepreneur, ça demande d'avoir un regard lucide sur son activité, de poser des objectifs clairs, quasiment un business plan de son activité pour voir en fonction de ses objectifs, quelles sont les actions à poser. Ça demande d'assumer ses responsabilités et puis ça demande de passer à l'action. Alors quand je dis assumer ses responsabilités, c'est parce que c'est souvent la faute du marché ou la faute des clients ou la faute de la météo. Quand on est un vrai entrepreneur et qu'on a l'esprit entrepreneurial, on est capable aussi d'avoir un peu de recul sur son activité et savoir ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a fait de moins bien. Et donc, c'est important cette prise de conscience de l'entrepreneuriat parce que c'est souvent là où le bas blesse. Quand on passe du salariat à l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de nouvelles choses à assimiler, pas que dans l'immobilier d'ailleurs. Et donc c'est déjà effectivement une première piste de travail, c'est se faire accompagner dans cette notion d'entrepreneur, de business plan. J'imagine que si tu savais quel objectif de salaire tu voulais ou de revenu tu voulais obtenir, tu as pu, j'imagine, tu vas nous le dire, dérouler peut-être la pelote pour savoir du coup combien de mandats étaient nécessaires, combien de rendez-vous étaient nécessaires, etc. Forcément, hein, quand on se donne un objectif voilà, financier, je veux gagner X milliers d'euros. Après, ça se modifie au fur et à mesure du temps, mais au début, effectivement, on prend en considération que je vends une maison tous les X mandats. Donc, pour avoir tant de mandats, il faut que je fasse tant de rendez-vous, etc., etc. Effectivement, en découle mon objectif de la journée. Ouais. Ça, c'est la première chose que je fais en fait dans mes programmes de formation, d'accompagnement, c'est bien de poser ces chiffres-là pour finalement être certain que l'on analyse son activité au regard des bonnes métriques. Souvent, on analyse son activité au regard de son chiffre d'affaires
Et le problème, c'est que lorsqu'on analyse son chiffre d'affaires, on analyse son activité d'il y a 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Et finalement, on ne pilote pas son entreprise, on la subit. Et le travail que tu as fait, qui te permet donc de définir grosso modo combien de rendez-vous vendeurs tu dois obtenir chaque semaine pour être certain de tenir tes objectifs, c'est bien et bien la seule métrique que l'on doit suivre de manière hebdomadaire, parce qu'on sait très bien que compte tenu de ces taux de transformation, si on a le nombre de rendez-vous vendeurs qu'on a fixé comme objectif, de manière automatique, va découler les revenus qu'on souhaite se verser. Donc, j'invite tout le monde à faire ce travail. Combien de rendez-vous vendeurs par semaine? Pour moi, c'est le nombre d'or, j'appelle le nombre d'or. Hein. À partir du moment où vous avez ce nombre-là en tête, les choses sont beaucoup plus, ça donne beaucoup plus de perspective en prospection parce qu'on ne part pas prospecter pour prospecter, on part bien et on peut ajuster le tir à la semaine hein, sur ses performances en disant OK, là je suis dans les clous, là je ne suis pas dans les clous et vraiment piloter son entreprise plutôt que de subir son activité. Oui, après ces chiffres-là se peaufinent au fur et à mesure. Aujourd'hui, bon, ben, il est évident que ben, j'ai un taux de transformation qui est beaucoup plus performant Bien que sûr. quand je suis arrivé dans l'immobilier. Et donc, ben, ces chiffres-là, après, se peaufinent. Et donc, je sais que j'ai besoin peut-être de faire moins de rendez-vous clients pour rentrer un mandat, etc., etc. Mais tu le suis, tu le traques. Je le suis, voilà, c'est ça, exactement. Ça, c'est essentiel. Et du coup, mis à part ça, qui est déjà un bon point, c'est quoi aujourd'hui le super pouvoir de Michael Bertonech? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui qui te paraît être un peu mieux ou un peu différent de ce que peut faire de ce que peuvent faire tes confrères sur ta zone, par exemple? Moi, j'ai ma petite idée, mais on va voir ce que tu nous dis. Ouais, enfin, principalement déjà, c'est la prise de confiance en soi. Par rapport à mes débuts, bon, ben, je pense que lorsque je discute avec les autres collègues du réseau, bon, ben, quand on commence, on a envie de tout maîtriser, tout savoir. Voilà, je ne me lancerai pas si je ne sais pas tout sur l'immobilier. Bon, ben, c'est une erreur aussi que j'ai faite. Hein, voilà, tout vouloir maîtriser, j'aime bien et je suis plus sûr de moi effectivement quand je maîtrise tout. Donc aujourd'hui, forcément, au bout de 2 ans, je connais un petit peu mieux le métier. Et quelle est ma différence? Grâce à cette prise de confiance, aujourd'hui, je suis capable de réaliser effectivement des vidéos face caméra avec des vidéos conseils que je poste régulièrement sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que bon, ben, ces vidéos aujourd'hui, mine de rien, lorsque je fais des réunions avec les autres confrères, tout le monde sait qui je suis, alors que moi, je ne les connais pas forcément. Et même auprès de mes amis proches qui me connaissent, qui connaissaient effectivement mon nouveau métier, mais qui aujourd'hui étaient peut-être un petit peu plus en train de me regarder, comment j'évolue, etc. Bah, je l'ai vu tout de suite dès que j'ai réalisé cette photo. Les gens, entre guillemets, m'ont identifié conseiller en immobilier et j'ai du coup eu des recommandations que je n'aurais peut-être jamais vues si je n'avais pas fait ça. Ouais. La vidéo est aujourd'hui une clé hein, pour obtenir la confiance de notre audience. Et aujourd'hui, la première des choses que cherchent nos prospects, hein, c'est bien confiance et professionnalisme. Et la vidéo est un formidable outil justement pour drainer cette confiance, ce professionnalisme aussi hein, quand on est dans l'apport de valeur et qu'on le fait pour apporter du conseil, on est à la fois dans l'instauration de la confiance et du professionnalisme. Donc j'invite tous ceux qui nous regardent effectivement à investir aujourd'hui dans la vidéo d'une manière ou d'une autre, puisque 80% des contenus qui seront visionnés sur Internet en 2020 seront du contenu vidéo. Donc, c'est capital. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus en détail sur quelle est ta stratégie au niveau digital? Parce que moi, je te suis un petit peu sur ce sujet-là, sur ta présence sur les réseaux sociaux. Il y a des choses que tu testes en lesquelles je crois beaucoup. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? J'ai plein d'idées. Hein. Le problème, c'est que des fois, avoir trop d'idées, c'est que je pars un petit peu partout. Mais effectivement, tu as dû voir un petit peu mon idée. De toute façon, c'est ce que tu fais toi aussi hein, là-dessus. C'est pour ça qu'on s'entend très certainement bien, parce qu'on a la même vision de voir. Moi, mon idée aujourd'hui au niveau du marketing, c'est effectivement grâce à mes vidéos conseils, attirer le maximum de clients potentiels vers moi. Déjà, quand ils ont regardé une de mes vidéos, une deuxième vidéo, déjà, ils ont confiance en moi. Voilà, je suis crédible, je sais de quoi je parle. Donc là-dessus, ils sont en confiance. Et aujourd'hui, je vais essayer de développer, en plus de ces vidéos-là, très certainement un blog avec la possibilité de télécharger, comme ce que tu as fait tout à l'heure, un petit guide effectivement pour donner du conseil et avoir en fait une base de données prospects qui me permettra effectivement de leur donner de temps en temps des conseils. Et le jour où ils seront réellement avancés sur le projet,
je pense qu'il y a des chances que, vu qu'ils me connaissent et qu'ils ont eu de bons conseils, me fassent confiance d'abord à moi avant d'aller voir les autres. Effectivement, j'ai vu passer, et c'est aussi pour ça que je voulais interroger Michael. Michael a préparé des guides à l'attention des vendeurs. Alors, j'ai plus leur nom en tête, mais c'était les 10 conseils pour vendre efficacement son bien immobilier ou ce genre de choses-là, ou des informations sur son marché, qui peuvent être promus sur les réseaux sociaux, alors via un certain nombre de comptes, transportés par un certain nombre de contenus, hein, des contenus vidéo, des posts, des photos, etc., avec la possibilité, ou des articles de blog demain, si c'est la direction que tu veux prendre, avec la possibilité pour les gens de télécharger ces guides-là en sachant que un prospect qui télécharge un guide sur un certain nombre de conseils pour bien vendre son logement est forcément quelqu'un qui a un projet immobilier à court, à moyen ou à long terme, peu importe. Mais l'idée, c'est qu'à partir du moment où tu vas capter le contact de la personne, tu vas pouvoir rentrer dans un cycle d'élevage de prospects, hein. On parle de lead nurturing en anglais, hein. Donc c'est la montée en maturité des prospects pour être certain que au moment où le prospect est suffisamment chaud pour passer à l'action, qui dans notre cas est probablement de nous faire venir pour une estimation ou pour un rendez-vous de prise de mandat, au moment où la personne sera suffisamment mature pour ça, effectivement, elle nous contacte parce qu'on aura gardé ce lien avec elle par des envois d'emails, des envois de contenu utile, etc., etc. Donc, c'est un gros palliatif à un des principaux défauts de la profession, qui est ce côté one-shot, où finalement, on va rentrer en contact avec un prospect éventuel pour obtenir un rendez-vous, et si ce rendez-vous n'est pas obtenu, on passe au prospect suivant. Et là, l'idée, c'est de dire non. À partir du moment où j'ai capté des coordonnées et que je sais que quelqu'un est potentiellement dans un cycle, dans un cycle de projet immobilier, j'ai ce contact-là, je vais le suivre dans le temps, je vais garder un contact, alors le plus automatisé possible, hein, il y a des outils pour ça, pour faire en sorte que la personne, lorsqu'elle est suffisamment mûre, elle passe à l'action. Ce sont des choses qui se font. Ce dont Michael parle, on ne parle pas d'une révolution, d'accord? Ça existe dans plein de secteurs d'activité. Ça existe beaucoup en immobilier dans d'autres marchés. Et en France, petit à petit, je commence à voir un certain nombre de conseillers qui essayent de développer des articles de blog, des guides à l'attention des prospects pour justement capter une audience qui peut être intéressée en sachant, et je pense que tu en as bien sûr conscience, on cherche un expert d'hyper proximité. Donc, il faut bien que ce soit des guides qui soient à l'attention des habitants de sa zone, hein. J'imagine que c'est quelque chose que tu as. Parce qu'on va avoir la possibilité, notamment sur Facebook, par exemple, de cibler de manière très précise des gens dans un rayon plus ou moins large autour de notre marché, pour être certain que les gens que l'on capte, ce sont bien des gens qui puissent avoir besoin de nos services sur notre marché. Oui, et puis après, on peut faire du Facebook, on peut faire du mailing postal, on peut faire plein de choses. Et l'idée, c'est que tout aille au même endroit, effectivement. En matière de prospection, c'est jamais quelque chose ou autre chose, hein. C'est toujours quelque chose et quelque chose. Voilà, Et la prospection digitale, je le dis toujours, n'est pas un palliatif qui permet d'éviter d'avoir à prospecter sur le terrain. Non, c'est quelque chose qui vient en complément et qui s'assure effectivement qu'on rentre suffisamment en contact avec des prospects éventuels pour être reconnu comme étant l'expert de proximité de confiance. Quels sont les types de résultats que les gens peuvent attendre d'une stratégie comme la tienne? Alors, sur les guides, c'est assez récent. Sur les vidéos, tu disais que tu es dorénavant, on te recommande du coup suite à ça. Ouais. Enfin, aujourd'hui, c'est difficile effectivement de quantifier le retour parce qu'au final, on le sait pas. Même moi, quand je vois des collègues qui viennent me voir, mais en fait, on s'en rend pas compte puisqu'on balance la vidéo. Voilà. Bon, après, ça a été difficile parce que se regarder, c'est ultra compliqué. Tu as peut-être dû le connaître au début. Oui, oui. Toi aussi. C'est vrai que se filmer, et puis au bout d'un moment, on se dit, on cherche toujours le parfait. Là, j'ai bafouillé, non, c'est pas bien. Bon, bref, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, je fais ma vidéo, je poste, etc. Et au final, tout le monde me dit, ah, c'est top ce que tu as fait, etc., etc. Donc, effectivement, une reconnaissance. Donc là, c'est là où je suis assez fier de ça, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus crédible auprès des autres, quoi. Bon, c'est super. Donc ça, c'est, on va dire, un outil que tu as mis en place qui te réussit et que je t'invite effectivement à exploiter de plus en plus. Quelle est aujourd'hui, à l'inverse, ta principale difficulté, la problématique à laquelle tu es le plus souvent confronté? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus difficile? Aujourd'hui, Ouais. c'est après, voilà, je viens de le dire un petit peu tout à l'heure, c'est que bon, j'ai plein d'idées, ça fuse de partout, mais au bout d'un moment, il va falloir que je prenne
quelques jours ou une demi-journée pour me dire, voilà, je sais ce que je veux exactement, mais comment le mettre en place, effectivement, pour avoir une logique, effectivement, une bonne logique, quoi. La différence entre, j'en parlais encore ce matin en coaching, la différence entre prospecter et avoir une stratégie de prospection. Ou la Voilà. différence entre prospecter et mettre en place des campagnes de prospection. Donc, effectivement, ça Voilà. nécessite un moment de se poser, établir des scénarios de prospection en fonction d'un certain nombre d'événements donnés. Et puis, une fois que les choses sont posées, que les outils sont là, après, ça roule. Et effectivement, en termes de gestion du temps, c'est plus facile parce que la principale difficulté, effectivement, dans le métier, elle est clairement sur l'organisation du temps de travail. Ouais, c'est sûr. Bon. Du coup, aujourd'hui, tu parlais d'erreurs tout à l'heure un petit peu. Du coup, si tu devais donner un conseil au Michael qui débuterait aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment à tes débuts notamment? Euh, être un peu plus sûr de moi. C'est vrai que bon, au début, je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on attend toujours le moment en se disant j'attends la formation X pour voilà, comme ça je maîtriserai mon sujet, là je pourrai aller voir les clients, etc., etc. Mais ça, on a beau le faire, on a beau attendre, le jour parfait n'est jamais bon. Au bout d'un moment, faut se lancer, faut y aller. Et au début, j'ai fait des erreurs, mais j'ai cette force-là, c'est que je suis capable à la fin de mon rendez-vous de me dire, là, Mickaël, c'est là où tu n'as pas été bon. Voilà pourquoi le client t'a pas fait confiance. Et c'est comme ça qu'on progresse. Enfin, Bien sûr. oui, on fera des erreurs, mais les erreurs, pour moi, voilà, ça me permet de me le relever, d'avancer encore plus fort, hein. On dit toujours que dans notre métier, c'est motivation, persistance et résilience. Et effectivement, je vois voilà, beaucoup de conseillers qui n'arrivent pas à persister dans leurs actions parce qu'on attend des résultats parfois un peu trop rapidement et que parfois les résultats mettent un peu de temps à arriver. Et comme on n'est pas dans cette confiance en soi, notamment quand on démarre, et ben on teste des choses potentiellement bonnes. Sauf que comme on attend un résultat trop rapide, on se dit bah, ça marche pas. Alors on teste autre chose, puis on teste autre chose, puis on teste autre chose, et puis à la fin on finit par tester un autre métier parce qu'on se dit je suis pas fait pour ça. Alors que ça demande juste un peu de temps et un peu de persistance, c'est ça? Ah, tu m'as bien décrit au début, c'est ça. Et oui, non, mais je le vois bien, cette dispersion auquel sont souvent confrontés les conseillers, elle est liée au fait qu'on attend parfois des résultats trop rapides. Et comme on n'a pas suffisamment confiance en soi et on n'est pas toujours accompagné pour ça non plus, et ben du coup, on ne sait pas si ce qu'on fait, c'est bien ou pas bien. Mais tout ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de résultats immédiats. Et comme il n'y a pas de résultats immédiats, et ben, on teste, on teste, on teste plein de choses différentes jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'a priori, soit on n'est pas fait pour ce métier, soit il y a un truc qui cloche. Et en fait, on se rend compte, non, il n'y a rien qui cloche. C'est juste qu'il y a un peu de temps d'inertie entre le moment où on passe à l'action et le moment où on obtient des résultats. Et du coup, effectivement, si on met trop de temps à passer à l'action, comme tu le disais, eh ben, il se passe un peu de temps. Et du temps, dans notre métier, c'est de la trésorerie. Et parfois, c'est là où il y a des conseillers qui se retrouvent en difficulté, alors même qu'ils pourraient avoir un potentiel pour réussir. Ouais. Moi, c'est vrai qu'au début, dans mon ancien travail, j'avais un objectif qui était fixé par mon patron et à la fin de la journée, je fermais ma caisse et j'avais fait une bonne journée si j'étais aux objectifs fixés par entre guillemets, mon patron. Donc, je savais si une journée était bonne ou pas bonne. Et effectivement, j'avais énormément de mal parce que des choses que je réalisais dans la journée, si j'avais pas un résultat, pour moi, à la fin de la journée, j'avais fait une mauvaise journée. Alors que pourtant, j'étais en train de travailler peut-être pour demain. Mais ça, c'est vrai que c'est assez difficile parce qu'on attend, je fais quelque chose, je veux un résultat. C'est pour ça que du coup, dans mes coachings, et ça vaudrait peut-être le coup que tu le fasses d'ailleurs, c'est de donner une valeur financière à chaque rendez-vous vendeur. En fait, si on regarde notre tunnel de conversion, on est capable de donner une valeur en fonction de ses honoraires moyens et de ses taux de transformation. On est capable de donner une valeur à chaque mandat, de la même manière qu'on est capable de donner une vendeur du coup à chaque rendez-vous vendeur. Et du coup, en termes de perspective de prospection, du coup, si on sait quelle est la valeur à retirer d'un rendez-vous vendeur obtenu, on peut du coup compenser ce côté cycle long qui fait que on sait finalement on sait qu'on a eu une journée productive, y compris en chiffre d'affaires, mais pour ça, ça nécessiite de connaître parfaitement ces chiffres. Ouais, On le fera à l'occasion. c'est vrai. Non, c'est pas bête parce que ouais, c'est ça. Moi, je me rappelle à mes débuts, ma femme, quand elle rentrait de son travail, bon, Mickaël, t'as fait quoi ta journée? Bon, ouais, enfin, j'étais déçu de moi alors qu'au final, si, j'avais fait des choses, quoi. Mais c'était compliqué de se dire si, j'ai été productif.
Souvent, en fonction, je peux donner un ordre de grandeur, en fonction des taux de transformation et des honoraires moyens, on a une valeur par rendez-vous vendeur qui se situe entre 800 et 2000 euros. Et du coup, quand ta femme rentre à la maison le soir et que tu as obtenu un rendez-vous vendeur, bah, tu peux lui dire bah, j'ai été récupérer 1500 euros de chiffre d'affaires parce que j'ai obtenu un rendez-vous et compte tenu de mes taux de transformation, bah, ça va générer au moins 1500 euros de chiffre d'affaires. En plus, c'est plus motivant. Et en plus, du coup, ça permet d'appeler la prospection différemment. C'est plus je fais de la pige, c'est je vais chercher 1000 euros ou 1500 euros. C'est plus la même chose. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Psychologiquement, c'est pas la même chose. Bon, super en tout cas, Mickaël. Merci pour ce bon moment et pour ce partage d'expérience. Si vous êtes conseiller immobilier, que vous souhaitez intervenir ou si vous souhaitez partager votre expérience, ici, on ne cherche pas des top performers, on cherche juste à valoriser des parcours, des expériences, des bonnes pratiques. Et vous avez tous quelque chose d'unique et Mickaël a mis en place des choses qui le rendent unique sur son marché. Donc, voilà, n'hésitez pas à me solliciter. N'hésitez pas à recommander éventuellement quelqu'un. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite fortement à la liker, à la partager et à la commenter et à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous ai demandé beaucoup de choses, mais choisissez parmi tout ça, ça me va bien. Merci beaucoup, Mickaël. Merci à toi, Sébastien. Je te souhaite une bonne fin de journée. Je vous souhaite à tous également une belle journée. Et d'ici là, be good, be different et be yourself. Ciao.